J'ai franchi les hautes portes vitrées de la salle de réunion et, à chaque mouvement de ma main, j'ai senti les bords effilochés de ma veste de costume. Le tissu, autrefois bleu marine, avait maintenant l'aspect d'une dette de seconde main, ses épaules tombant comme des soldats fatigués. Mes chaussures, éraflées et tachées par des routes que je ne mentionnerai jamais, s'écorchaient à nouveau sur le sol en marbre poli tandis que je m'efforçais d'avancer. Mon souffle s'est coupé en apercevant son reflet dans les murs lambrissés. Un homme qui avait autrefois rêvé en couleur, désormais réduit à des gris atténués. Dans le miroir de la tente, passé et présent se sont entrechoqués. Je me suis souvenu du garçon qui avait couru des tours de cross-country sous un ciel détrempé, qui avait été premier de sa classe et avait cru en la promesse de son propre nom. Ce soir-là, le nom Grant était écrit à la main en caractères bon marché sur une étiquette épinglée à mon revers. Pas de nom de famille, pas de titre honorifique, juste Grant. J'ai ravalé ma peine pour ne pas ravaler la pitié qui m'entourait. Les lustres scintillaient comme milieu moqueur, reflétant un tableau de prospérité que je ne reconnaissais plus. J'ai ajusté mon col, souhaitant effacer tous les souvenirs qui allaient me trahir. La musique de l'ascenseur montait en intensité puis s'éteignait. Des rires jaillissaient d'une douzaine de lèvres parfaitement manucurées. J'ai inspiré. Les retrouvailles avaient commencé. Clarissa attendait avant même que je l'entende rire. Sa voix trancha le bavardage comme des éclats de verre. « Belle chemise », dit-elle d'un ton neutre comme une réprimande de salle de réunion. « Tu as oublié de changer ton badge, toi aussi ?» Ses amis ricanèrent à l'unisson, leur amusement tranchant me transperçant les entrailles. Bryce, mon frère, désormais son fiancé, s'adossa au mur drapé de velours avec un sourire triomphal. Je serrai les mâchoires. Le tintement des verres emplit l'espace entre ses mots et les miens. Je sentais la chaleur me monter au visage comme si un projecteur avait braqué sur ma gêne. Je m'imaginais plus jeune, pleine d'espoir et de promesses, me fixant d'un regard hanté. Que dirait-il s'il me voyait maintenant? Allait-il maudire le monde de l'avoir envoyé ici, ou se maudire lui-même d'avoir cru pouvoir échapper au destin? Je redressai les épaules, redressai mon col effiloché et souris. Je m'entraînais à sourire pendant le trajet. C'était mon bouclier, mon ultime défense. Je dépassais leur cercle comme si je traversais la brume. Chaque pas, une promesse silencieuse que je ne me laisserais pas engloutir par leur moquerie. Je me souvenais de chaque affront que j'avais subi. Chaque fois qu'on m'avait dit que j'étais trop ordinaire, trop petit, trop invisible. Ma vie avait divergé de la leur des années auparavant, lorsque j'avais quitté l'Alabama pour courir après les ombres et les déserts lointains. Quand j'avais troqué les batailles de conseil d'administration contre des missions que personne ne connaîtrait jamais. Pendant qu'ils célébraient leur promotion et sculptaient du cristal, j'avais mené des opérations enfouies sous des couches de secret. Ils voyaient un costume d'occasion. J'ai vu un uniforme caché pour une bonne raison. Ils entendaient un rire. J'entendais des ordres hurlés dans un centre de commandement lointain. Ils vivaient dans des profils brillants. J'échangeais des dollars contre des données. J'avais réécrit les règles d'engagement. Dans leur monde, j'étais une note de bas de page. Dans le mien, ils n'apparaissaient jamais. En traversant le couloir, j'ai aperçu des visages familiers transformés par le temps et la fortune. Le quarterback qui avait ruiné sa carrière dans un fracas médiatique. Le valedictorien qui s'était évanoui dans les corvées juridiques. La mondaine dont le fil Instagram brillait plus que n'importe quel projecteur. Ils portaient leur succès comme une armure et arboraient leurs trophées comme des boucliers surdimensionnés. J'ai jeté un coup d'œil à ma bourse et j'ai ressenti tout le poids de ce seul mot. Ils portaient tout ce que j'avais été, tout ce que j'avais perdu et tout ce que je portais encore en moi. J'avais cru autrefois que la reconnaissance viendrait avec des médailles ou des titres. Maintenant, je comprenais que la vérité était sa propre récompense. Je me suis arrêté près d'une table de rafraîchissement où des plateaux de canopée brillaient sous des néons. J'ai pris un morceau de poulet séché, la croûte aussi sèche que mes propres espoirs, et j'ai mâché lentement, goûtant l'humiliation et quelque chose d'autre, quelque chose de féroce et de froid, aussi clair que l'acier. Le rire de Clarissa a fusé derrière moi comme un coup de feu. « Tu rumines encore tes échecs, Grant ?» cria-t-elle d'une voix douce comme du poison. Je me retournai, souris de nouveau et relevai le menton. J'acquiesçai poliment, reconnaissant son existence sans lui céder le contrôle de mon histoire. Je sentis toutes les têtes se tourner vers moi. Curiosité, amusement, pitié, mépris. Je soutins chaque regard en silence, sans honte ni colère, et laissai le silence parler pour moi. En expirant, je sentis quelque chose changer en moi, une résolution silencieuse,
le souvenir de la raison de ma présence ici. Ils pensaient me connaître. Ils pensaient avoir le dernier mot, mais les noms sur les badges ne signifient rien dans l'obscurité. Le véritable badge, c'était l'histoire que je portais au plus profond de moi et les missions gravées dans ma mémoire. Je ne porterai pas leur jugement ce soir. Je traverserai leurs ennuis et emmagasinerai leur incrédulité comme des munitions. Je survivrai à ces retrouvailles comme j'avais survécu à tout le reste, invisible jusqu'à ce que je choisisse d'être vu. Je lissai le revers une dernière fois et retournai au cœur vibrant de la salle de bal. Mon cœur avait pris un rythme calme, un battement de tambour qui me disait que j'étais toujours là, que j'exhalais encore. J'endurais leurs ricanements, leurs fausses félicitations, leurs regards compatissants. Je leur laisserais croire qu'ils avaient gagné cette petite bataille. Je me redressai, adressai à nouveau mon sourire d'entraînement et laissai la musique m'envahir. Ils ignoraient ce que je portais sous ce costume, et ils ne le sauraient jamais. Mais pour l'instant, je n'avais pas besoin qu'ils le sachent. J'inspirai profondément et laissai mon sourire persister, constant, ininterrompu, comme un écho du garçon que j'étais autrefois. Et dans cette victoire silencieuse, j'entendis le murmure ténu de mon propre nom, prononcé non par d'autres, mais par l'homme que je refusais d'oublier. La salle de bal scintillait sous la lueur des lustres en cristal. Chaque rayon de lumière se réfractait sur les surfaces polies jusqu'à ce que la pièce paraisse dorée d'un faux or. Je me faufilais dans la foule comme une ombre passant sous la lumière. Des lampadaires, conscients de chaque regard qui se posait sur l'étiquette bon marché de mon costume, portant seulement « Grant » avant de disparaître. Les tables étaient disposées en rangées soignées, chacune marquée de cartes à l'encre dorée portant des noms et des titres prestigieux. Dr Helena Wright, Monsieur Marcus Steele, Madame Vivian Clark, mais la mienne avait été imprimée sur du papier cartonné ordinaire et épinglée sur une table pliante près de la sortie de service. J'observais la scène comme si je la voyais à travers un étroit rideau. Des avocats en costume sur mesure applaudissaient leurs associés, des mondaines en robe de satin posaient pour des selfies, des anciens élèves échangeaient leurs trophées de réussite tels des reliques sacrées. Le brouhaha des conversations était ponctué de rires polis, du tintement des flûtes de champagne et de la grâce experte de ceux qui croyaient vivre leur vie à fond. Pour eux, j'étais à nouveau l'oublié. Je contournais un groupe d'anciens camarades de classe célébrant des promotions dont je n'avais jamais entendu parler, grignotant un morceau de poulet si sec qu'il ne me semblait guère plus que de la sueur entre les dents. Bryce se pencha vers Clarissa, son bras effleurant le bas de son dos comme un geste de triomphe, et murmura quelque chose qui la fit rejeter la tête en arrière dans un rire si rauque qu'il craqua comme de la porcelaine. Je détournai les yeux avant qu'il ne me voie brûler d'indignation. Cela faisait des semaines que je n'avais pas croisé quelqu'un du lycée, mais l'ancienne hiérarchie régnait toujours ici, les populaires, les prospères et les invisibles. J'avais cru un temps que le temps effacerait ces catégories, que la réussite briserait les vieux liens et forgerait un nouveau respect. Maintenant, je voyais ma naïveté. Ceux qui avaient ri de mon absence de titre riaient encore, leur dérision aussi vive que le jour de notre remise de diplôme. Bryce capta mon regard et haussa les sourcils, une moue suffisante au coin des lèvres. Il cria assez fort pour que les plus proches l'entendent. Grant est probablement encore en train de réparer des fax en Alabama, non? Ou est-ce un travail d'appoint? Le groupe ricana à la plaisanterie, un de ces rires timides que l'on force à dissimuler son malaise face à la cruauté déguisée en humour. Ma mâchoire se serra, mais je mâchai et avalai avant de parler. Les mots ne feraient qu'alimenter leur spectacle. Au lieu de cela, je me dirigeai vers les portes du balcon, chaque pas mesuré pour qu'ils sachent que j'avais choisi de laisser leur moquerie derrière moi. Le claquement des portes m'emporta dehors et le son étouffé d'un rire résonna derrière moi comme un écho. Je refusai de répondre. L'air frais me frappa avec la douceur d'une confession. Je m'adossai à la balustrade du balcon. Le ciel nocturne, d'un indigo profond au-dessus du toit, était ponctué par le battement lointain des lumières de la ville. Le sillage des retrouvailles flottait en douces vagues, tintements de verre, conversations saccadées, froissement de tissu au passage. Je glissai la main dans ma poche et touchai le métal lisse de mon téléphone crypté. Il vibra, une unique notification. Un message sécurisé du canal de renseignement où j'avais autrefois commandé des opérations que peu de gens auraient pu imaginer. Mise à jour du fil de discussion, niveau noir. Fenêtre de briefing de 48 heures. Mon pouce accélérait sous le ciel indifférent. Je n'étais ni une figure ridicule ni un ancien élève raté. J'étais le lieutenant-général Grant Maddox, stratège des missions destinées au clan qui façonnait la sécurité mondiale. L'uniforme que j'avais abandonné pour ces retrouvailles gisait plié sous ma veste, caché car ces gens n'en comprenaient pas le poids.
Un bruit sourd résonna au loin lorsque quelqu'un laissa tomber le verre. Je fermai les yeux et inhalai, laissant la tension se dissiper de mes épaules. Ici, séparé par une simple vitre de la farce scintillante à l'intérieur, le monde semblait plus clair. J'avais le goût du métal et de la pluie, et quelque chose d'ancien comme l'odeur de la poudre à canon sur ma langue. Je me rappelais pourquoi j'avais disparu de leur vie, non pas par échec, mais parce que je devais opérer hors de portée de la reconnaissance publique. Pendant qu'ils célébraient leurs promotions respectives, j'avais orchestré des missions de sauvetage, pénétré les lignes ennemies et obtenu des informations classifiées qu'aucun livre d'histoire ne retiendrait jamais. J'avais appris que le pouvoir vivait dans le silence. Cette influence n'avait pas besoin d'applaudissements. Une voix derrière moi me fit me retourner. Le docteur Maria Danton se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage illuminé par l'inquiétude. « Grant, il te réclame à nouveau, » dit-elle doucement. Ses yeux étaient gris, perçants comme l'acier, et j'y vis le reflet des lumières de la salle de bal vaciller. Clarissa et Bryce ont mobilisé d'anciens élèves pour te discréditer. Ils répandent des rumeurs selon lesquelles tu aurais gonflé ton rang, que tu te serais nourri de vieilles histoires de guerre pour attirer l'attention. J'expirai, l'air nocturne flottant autour de moi comme un manteau. Qu'ils essaient, dis-je doucement. Ils finiront par voir la vérité. Maria hocha la tête, le regard fixé sur l'horizon lointain où les gratte-ciel perçaient le ciel. Je t'enverrai les dossiers, les photos, les rapports de mission, les signatures. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Je lui adressai un léger sourire en guise d'acquiescement, sans m'excuser. Elle se retourna et rentra à l'intérieur, me laissant seul avec le chevalier. Je pressai un doigt sur ma tempe et activai la ligne sécurisée, me préparant à devenir le stratège dont ils avaient besoin. Ma vie avait divergé de la leur des années auparavant, et ce soir confirmait cette divergence. Ils ont trinqué au champagne. Je me préparais à la guerre. Ils serraient leurs cartes de table. Je détenais des ordres confidentiels. Ils vivaient pour la gloire. Je m'épanouissais dans l'ombre. Mon badge indiquait peut-être Grant, mais mon identité allait bien au-delà d'une simple réunion de famille. Je remis le téléphone dans ma poche, redressai le revers de ma veste et rentrai dans la salle de bal sans un mot. Leur rire était moins piquant, tempéré par la conviction que ce petit monde de cartes dorées et de trophées vides allait bientôt voir le retour d'un soldat qui n'avait jamais vraiment quitté le champ de bataille. Je m'excusai de la chambre d'écho polie de la salle de bal et me glissai par la porte latérale, laissant les lourds rideaux se refermer derrière moi comme le rideau d'une scène sur laquelle je n'avais jamais eu l'intention de me produire. L'air extérieur était frais et léger, légèrement parfumé à la pluie et à l'ozone, annonciateur d'orage à venir. Je laissai la porte se refermer et m'appuyai contre le mur. De briques, savourant une sensation brute et électrique sur ma langue. Mon téléphone crypté palpitait dans ma main avec une urgence presque intime. Je pressai le bouton écran et j'ai vu l'alerte classifiée. Mise à jour du fil noir, fenêtre de briefing de 48 heures. Des mots qui portaient le poids de toutes mes décisions, de toutes mes missions planifiées. Là-haut, le ciel nocturne était taché d'encre et étoilé. Des piqûres de lumière froide éclairaient un monde qui pensait que la victoire se résumait à des applaudissements et des plaques d'or. Il ne savait pas ce qu'était le silence. Il ne savait pas comment on pouvait faire la guerre dans des pièces secrètes sans jamais en parler. Il se délectait de promotion. J'avais orchestré des opérations enfouies 5 niveaux sous le commandement de l'OTAN, tandis qu'il trinquait aux acclamations de chacun avec des flûtes de cristal. J'étais au sous-sol, éclairé uniquement par des projections cartographiques et des serveurs bourdonnants, coordonnant l'extraction des otages. Personne ne connaissait l'existence d'eux. J'ai plaqué mon dos contre le mur et fermé les yeux, me souvenant du moment où j'avais troqué l'éclat des célébrations civiles pour le silence des salles de briefing secrètes, où un faux pas pouvait coûter des milliers de vies. Un léger clic derrière moi m'a fait pivoter. La porte du balcon s'est ouverte, mais au lieu d'eux. Les rires que j'avais laissés derrière moi, je n'entendais plus que les percussions étouffées d'un standard de jazz lointain, filtré à travers une vitre épaisse. Personne ne me suivait ici, trop occupé à trinquer et à réaffirmer sa place sur le podium du succès. J'ai levé mon téléphone et j'ai mis mon téléphone sur écoute, envoyant un accusé de réception silencieux au quartier général. Le message a disparu en un clin d'œil, remplacé par des coordonnées et une brève mise à jour. Faille de données confirmée. Projet Indigo compromis. Redéploiement immédiat requis. J'ai inspiré, sentant mon pouce accélérer dans ma gorge. Le projet Indigo était mon idée. Un réseau de chemins cryptés et de serveurs de fandom conçus pour piéger les adversaires dans un réseau de fausses pistes.
Je l'avais conçu pour être invisible, intraçable, inviolable. Et maintenant, quelqu'un avait trouvé la porte que je croyais verrouillée pour de bon. Je me tenais sous la lueur fluorescente d'un unique balcon. Ma veste de costume me collait à la peau tandis que l'humidité m'enveloppait. Les fils de ce costume de réunion bon marché semblaient étrangers au souvenir des tissus de combat que j'avais autrefois portés. Kevlar tissé sous une enveloppe sur mesure, des capteurs intégrés à la doublure. Les câbles de communication passaient par le col. Ce soir-là, ils se moquaient du tissu. Ils ignoraient son histoire. Ils ignoraient que sous ce tissu emprunté battait le cœur d'un homme qui avait affronté la terreur là où il dormait paisiblement. Je glissai une main dans ma poche et laissai mes doigts effleurer le métal froid de mes plaques d'identité. Des disques d'argent estampillés de mon nom de naissance et de mon grade. Ils avaient tout pris de moi, mais ils ne pourraient jamais voler ma véritable identité. J'atteignis le bout du balcon et jetai un coup d'œil par-dessus la balustrade. En contrebas, des valets montraient leurs chaussures tandis que les clients erraient entre les tables. Un serveur sillonnait la foule avec un plateau de champagne, les coupes luisant comme des lucioles capturées. Je me souvenais de la première fois où je m'étais retrouvé dans un tableau similaire, sauf qu'alors les lumières étaient teintées de rouge, l'air chargé de tension, et le seul bruit était le faible bourdonnement des lunettes de vision nocturne. Nous étions perchés sur un toit à Damas, attendant l'ordre de partir. Tous les yeux scrutaient l'horizon à la recherche de menaces tapies dans l'ombre. Nous avons sauvé un convoi cette nuit-là. Personne au pays ne savait ce qui s'était passé. Ils ont fêté les stock options. J'ai fêté ma survie. Le bourdonnement de mon téléphone m'a ramené au présent. Nouveau SMS, installation sécurisée prête. Briefing à 8 heures. Coordonnées jointes. J'ai ravalé la boule dans ma gorge et redressé les épaules. Le devoir n'avait pas sa place parmi les petites réunions. J'ai glissé l'appareil dans sa poche cachée et j'ai inspiré profondément, me préparant à la tempête, à la fois météorologique et géopolitique, qui se profilait à l'horizon. Je pouvais presque sentir l'ozone se mélanger à l'anticipation. Derrière les portes vitrées, les rires montaient comme une marée, ignorant le courant des événements qui prenaient de l'ampleur. Ils ont trinqué au triomphe que j'avais conçu, mais dont je ne me suis jamais attribué le mérite. Ils se sont félicités de leur petit succès tandis que je démêlais les crises mondiales en silence. J'ai pressé une main sur la poignée en laiton froid et j'ai laissé les échos de leur joie m'envahir en rentrant. Dans mon esprit, j'ai tracé une ligne. Leur monde de la vanité dorée s'arrêtait là. Au-delà de cette nuit, je retournais dans un monde où chaque décision était une question de vie ou de mort, et non d'applaudissement ou de pitié. Je rejoignis la salle de bal avec un calme si total que même moi, je sursautais. Certains invités me jetèrent un coup d'œil, la curiosité vacillant dans leurs yeux, jamais de suspicion, jamais de révérence. Ils ne virent que l'ancien camarade de classe en costume froissé. Je leur adressai un signe de tête polie et les dépassai pour me diriger vers la salle principale où la cérémonie se poursuivait. Je passai devant des tables ornées de bibelots de réussite, des livres dédicacés, des photos encadrées de sourires de reconnaissance, des prix caritatifs, et me demandai combien de ces souvenirs survivraient à l'examen de la vérité. Je retrouvai Clarissa et Bryce. Leur rire encore cassant, leurs yeux brillants d'autosatisfaction. Je les fixai un instant, le visage placide. Je ne m'engageais pas. Je n'en avais pas besoin. Mon esprit était déjà occupé à tracer des itinéraires vers des lieux sûrs, à calculer les horaires des équipes d'extraction, à coordonner les renseignements avec des opérateurs en qui j'avais plus confiance qu'en un prétendu ami ou. Ils étaient amoureux dans cette salle. Ils ignoraient que dans moins de 2 jours, je serais au cœur d'un bunker sécurisé, entouré d'analystes et de stratèges planifiant la contre-attaque qui neutraliserait la menace qu'ils n'avaient qu'entrevue dans les gros titres. Je me suis permis un bref sourire en passant. Ils pensaient que je n'étais rien d'autre. Qu'ils le croient. Je portais un fardeau bien plus lourd que leur ragot. Leur monde s'évanouirait à minuit. Le mien brûlerait pendant des semaines, voire des mois, tandis que je traquais les fantômes des failles de code et des serveurs fantômes. Je ne me laisserais pas abattre par leurs murmures. J'étais Grant. Maddox, un jour oublié, mais jamais vraiment parti. Et tandis que je retournais à la lumière de leur célébration, je portais cette guerre silencieuse en moi comme un tic-tac d'horloge, une force invisible qui changerait tout sans un seul toast ni une goutte de champagne. Le bourdonnement de la fête dans la salle de bal se brisa comme du verre au moment où les lustres s'entrechoquèrent au-dessus de ma tête. Un grondement lointain traversa le plafond voûté, s'intensifiant jusqu'à ce qu'il disparaisse. Toutes les surfaces polies tremblaient. Les verres à vin vacillaient dans leur support,
et les rires discrets des anciens élèves se transformaient en halètements surpris. Je me tenais au centre de la piste de danse, venant tout juste de saluer poliment un ancien champion de débat, lorsque le premier rugissement sourd coupa le souffle de la salle. Les yeux de Clarissa s'écarquillèrent, son rouge à lèvres se transformant en un froncement de sourcils parfait tandis qu'elle serrait le bras de Bryce. Lui aussi se figea, sa façade triomphale parfaite s'effondrant dans la confusion. Le grondement se transforma en rugissement tandis que les projecteurs vacillaient et s'éteignaient. Puis, dans un rugissement qui fit trembler les fenêtres, un hélicoptère noir fendit la vitre de la grande verrière du plafond. Son rotor projeta des éclats de cristal et d'acier tels des confettis mortels. La panique explosa. Les tables se renversèrent tandis que les gens se précipitaient pour se mettre à l'abri. Leurs cris de percussion frénétiques sous le rugissement des rotors. Je ne bronchais pas. Mon entraînement reprit le dessus en un instant. Je pivotais vers la verrière brisée et cherchais le colonel du regard. Il marchait d'un pas décidé, et, dont la présence concise, je le savais, ancrerait le chaos sous les arches voûtées et les lumières vacillantes. Immaculé dans un uniforme de cérémonie arborant les médailles que je n'avais pas encore reçues. Il leva la main d'un geste autoritaire qui trancha la cacophonie comme une guillotine. Lieutenant général Maddox. Monsieur, le Pentagone a besoin de vous. Il appela d'une voix ferme comme un mortier. Ces mots me firent l'effet de la gravité, me tirant vers le haut, me débarrassant de tout prétexte de costume d'occasion et de ridicule de retrouvailles. Un moment de silence stupéfait parcourut la foule tandis que les invités se pressaient les uns contre les autres, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Clarissa me fixait avec une incrédulité plus vive que n'importe quelle insulte. La mâchoire de Bryce était ouverte, son sourire triomphant introuvable. L'expression « lieutenant général » résonna dans mon esprit comme un mantra que j'avais enfoui sous la paperasse et le secret. Le costume qu'ils avaient raillé n'avait plus d'importance maintenant. En dessous se trouvait l'uniforme que j'avais porté autrefois. Zone de guerre. Je redressai mon col, pris mon souffle et adressai un signe de tête aux héritiers du colonel. Le devoir m'appelle, dis-je doucement, mais avec suffisamment de force pour que mes mots résonnent dans la salle de bal abasourdie. Je me dirigeai vers la lucarne brisée, évitant chaises renversées et anciens élèves hébétés. L'air sentait la fumée et le cristal brisé. J'atteignis le bord des débris et levai les yeux vers l'écoutille ouverte de l'hélicoptère, là où le vin des moteurs rencontrait le ciel nocturne. Mon insigne en feuille de chêne illuminait les lumières d'urgence vacillantes tandis que je montais sur la plateforme. Chaque pas était une reconquête d'identité enfouie sous des années de mission clandestine. En contrebas, la salle de banquet se rétrécissait en un flou d'invités terrifiés, leur halètement et leurs cris s'estompant tandis que les rotors m'emportaient dans la nuit. Tandis que je m'installais dans le harnais et que la porte se refermait derrière moi, je sentis le poids de chaque rumeur murmurée, chaque ricanement cruel s'évanouir. Seul subsistait le fil conducteur tendu qui me reliait à chaque opération que j'avais dirigée. Au-dessus de la ville. Sous les lumières, l'hélicoptère s'est brusquement incliné, révélant un panorama de gratte-ciel et de rues tranquilles. Le compte rendu de ma mission brillait sur la tablette que le colonel me tendait. Une cyberattaque avait compromis les nœuds centraux du projet Indigo et les archives sensibles de l'OTAN risquaient d'être exposées. Les coordonnées défilaient à l'écran, nous menant à une zone d'atterrissage sécurisée à l'extérieur de Washington. Nous avons survolé à basse altitude le Ptoik, l'eau, un ruban sombre nous guidant vers les remparts du Pentagone. À cet instant, j'ai senti le temps s'étirer entre les retrouvailles en contrebas et l'urgence de la sécurité mondiale en hauteur. J'avais mis un casque, vérifié mes communications et entendu les voix saccadées des analystes qui attendaient mes ordres. Il n'y avait pas de place pour les politiques de retrouvailles de petite ville ici. Pas de place pour le monde mesquin des hiérarchies lycéennes. L'hélicoptère s'est posé sur une plateforme héliportée baignée de lumière, et j'ai posé le pied sur le béton avec la facilité de rentrer chez moi. Le repère des sonnettes d'alarme m'a accueilli tandis que les portes s'ouvraient sur un couloir bordé d'employés et d'agents de sécurité. Colonel, ses héritiers m'ont emboîté le pas, le visage indéchiffrable dans la lumière crue. Ils ont remonté la brèche jusqu'à une cellule secrète en Europe de l'Est, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, analysant déjà les possibilités dans mon esprit. Les protocoles pour isoler la fuite, les équipes à déployer, la campagne de désinformation à lancer contre le contre-espionnage adverse. Mon cœur battait au rythme familier du commandement. J'ai récupéré ma tablette et parcouru des fichiers chiffrés, des diagrammes et des rapports classifiés. Le projet Indigo était plus qu'un réseau. C'était une promesse de sécurité qu'il ne fallait pas laisser s'effondrer entre les mains de ceux qui souhaitaient l'exploiter. En entrant dans le centre d'opération sécurisé,
les écrans ont clignoté, diffusant des flux de données en direct. Les analystes ont figé leur travail à mon passage, soutenant mon regard avec un mélange de soulagement et d'impatience. Je me suis installé à la console centrale, le bourdonnement des serveurs, un battement de cœur régulier sous le claquement des claviers. Le colonel s'est éclairci la gorge. « Monsieur, vous avez la parole. » J'ai inspecté la salle avec l'autorité en communication acquise au fil d'innombrables années. J'ai regardé les briefings, puis j'ai regardé la projection cartographique de l'Europe sur le plus grand écran. Ma voix s'est élevée, claire et ferme, tandis que je décrivais la stratégie de confinement, les contre-mesures tactiques, les analyses cyberlégales et les protocoles de liaison avec les agences alliées. Chaque phrase portait le poids de vie. D'enjeux bien au-delà de toute table de réunion. Derrière moi, l'écho lointain des retrouvailles est devenu un souvenir, un écho insignifiant noyé par le pouls urgent de la crise mondiale. Dans ce bunker sécurisé, sous des couches de cryptage et d'acier, je n'étais ni l'homme oublié ni l'ex-mari d'une experte moqueuse. J'étais Grant Maddox, lieutenant général, stratège des guerres silencieuses. Et tandis que je donnais mes ordres, mêlant toutes les compétences que j'avais perfectionnées loin des projecteurs dorés, je savais que c'était ici que j'avais ma place. Les lustres avaient peut-être volé en éclats à l'autre bout de la ville, mais ici, dans le silence du commandement, ma mission ne faisait que commencer. La salle de bal était plongée dans un silence stupéfait lorsque je franchis à nouveau la porte brisée, la baleine de l'urgence, les alarmes se mêlaient au bourdonnement sourd des pales de rotor s'estompant au loin. Des débris scintillaient sur le sol de marbre, tels des rappels irréguliers du monde qu'ils cherchaient à préserver. Poli, ordonné, contenu. Je m'arrêtai sous la fresque fissurée du plafond, consciente de chaque regard braqué sur moi. Bryce resta figé sur place, son sourire suffisant s'évaporant, remplacé par l'incrédulité, si vive que ses paupières tremblaient. Clarissa pressa sa paume contre sa poitrine, ses ongles rongeant la soie coûteuse comme pour tenter de consolider une fracture. Je redressai ma veste, le tissu bon marché collant à ma peau, humide, et attrapai l'étiquette nominative épinglée de travers à mon revers. Mes doigts effleurèrent le plastique bon marché et je la détachai sans effort. Elle flotta au sol et s'écrasa sur une flaque de verre brisé. À cet instant, le badge censé annoncer mon identité ne fut plus qu'un aplatissement dans une mer d'illusions brisées. J'avançai, mes bottes résonnant contre la pierre, et laissai le nom s'afficher. L'étiquette tomba. Elle flotta une fois et resta face visible. Le mot « bourse » maculé d'une goutte de transpiration. Je n'avais jamais eu besoin d'un badge imprimé pour me définir. Pourtant, il s'y accrochait comme une bouée de sauvetage. L'uniforme sous ce costume pesait plus lourd sur mes épaules que n'importe quelle insulte de retrouvailles, et je lissais le revers de mon manteau, un geste emprunté aux occasions plus formelles. La lampe torche d'un journaliste vacilla au fond de la salle tandis qu'une équipe de journalistes se bousculait devant les traiteurs et les invités médusés. Leurs micros pointaient comme des épées. Je les ignorais. Le monde dont ils parlaient, les lustres en verre, la décoration en faux or, les petits drames de la réputation des lycéens, m'étaient aussi indifférents maintenant que les gros titres de la veille. J'avançais entre les chaises renversées et les serviettes jonchées, chaque pas mesuré, réfléchi, une réaffirmation de ma détermination. L'odeur du champagne se mêlait à la poussière et à l'antiseptique tandis que les agents de sécurité accompagnaient les anciens élèves terrifiés vers les sorties. J'entendis le halètement de Clarissa, comme si elle s'attendait à moi. À pleurer de ne pas être venue à ses côtés. La voix de Bryce se brisa lorsqu'il tenta de m'appeler. Je continuai à avancer comme dans la fumée, chaque respiration clarifiant la distance entre mon humiliation passée et mon devoir présent. La pièce se rétrécissait derrière moi, déformée comme un miroir déformant reflétant toute l'insécurité que j'avais autrefois nourrie. Pourtant, je ne ressentais plus rien de tout cela. Mes yeux suivaient le panneau de sortie vert brillant au-dessus d'une porte arrière. Au-delà, le bourdonnement des véhicules banalisés, le couloir menant à un convoi sécurisé qui me ramènerait aux opérations où mon rang imposait le respect plutôt que le ridicule. J'atteignis la sortie et m'arrêtai, me retournant pour regarder la foule une dernière fois. Leurs visages étaient pâles, gravés de confusion et de peur. Un soulagement encore plus pincé d'avoir survécu à une cascade qui avait mal tourné. D'autres se lançaient des regards fervents comme pour se demander qui avait osé bouleverser leur monde confortable. J'envisageais de rentrer et de les affronter tous d'un discours, racontant les missions qu'ils dédaignaient, les opérations qu'ils n'avaient jamais imaginées. Mais j'ai résisté. Leurs applaudissements n'avaient jamais été à moi, et leur pitié ne m'était plus accessible. J'ai laissé l'instant tel qu'il était, un instantané d'échec,
simplement parce qu'il refusait de reconnaître la vérité cachée derrière les coutures de mon costume. Dehors, les phares traçaient des traînées sur la chaussée mouillée, et le péché de la pluie flottait dans l'air. Le colonel R se tenait à côté d'un SUV noir, la posture figée sous la lueur d'un lampadaire. Il m'a fait un signe de tête, et je l'ai rendu, franchissant le seuil dans le froid qui persistait dans la nuit. Le vent tirait sur mon manteau, comme pour me pousser vers les vrais champs de bataille, où la logique et le courage comptaient plus que les apparences. J'ai entendu le léger cliquetis des rotors de l'hélicoptère au loin, pâlissant comme un rêve. Alors que je m'approchais du véhicule, la porte arrière s'est ouverte, révélant la faible luminosité d'un centre de commandement mobile. Écran clignotant, câbles enroulés comme des lianes, analystes prêts à agir. Je suis monté à bord et la porte s'est refermée avec détermination. Force. Le monde de verre et de moquerie disparut derrière des vitres teintées. Je m'installai dans le siège, mon costume sentant encore légèrement le parfum et la peur, et tapotai la tablette posée sur mes genoux. Des dossiers confidentiels tourbillonnèrent sur l'écran, chacun marqué de l'opération Spectre, du projet Indigo, des alertes noires de niveau OTAN. Mes doigts dansèrent sur des messages cryptés, lançant des transferts de données et des protocoles de confinement. Le bavardage frénétique du journaliste et le glamour fragile des retrouvailles furent remplacés par le pouls urgent de la sécurité mondiale. J'ajustai le casque enroulé à côté de moi, son écouteur froid contre ma clavicule, et me préparai à prononcer des ordres qui détermineraient le sort des continents. Le SUV avança en grondant, les pneus sifflant sur la chaussée mouillée tandis que nous nous engagions dans la circulation. Les lumières de la ville se réfractèrent en flaques, telles des promesses non tenues. J'expirai et fermai les yeux un instant, me remémorant les nuits tourbillonnantes dans les salles de guerre éclairées par des projecteurs de cartes et des bureaux tachés de café. Je me remémorais les visages des soldats sauvés par des décisions prises sous pression, des alliés protégés du sabotage par des stratégies élaborées en silence. Leur gratitude était restée discrète. Pas de discours, pas de médailles remises dans des salles bondées, juste un signe de tête sur le terrain et un retour au pays intact. C'étaient les applaudissements que je recherchais, la validation qui résonnait dans la mémoire de ceux dont j'avais préservé la vie. Le véhicule s'engagea sur l'allée sécurisée menant au périmètre du Pentagone, et j'ouvris les yeux, calme et résolu. La douleur fugace laissée par les huées des retrouvailles s'était dissipée, remplacée par la clarté de la mission. La supériorité suffisante de mon frère, le rire dédaigneux de mon ex-femme, le refus du monde de voir au-delà d'un costume d'occasion. Tout ce qui comptait désormais, c'était le travail à venir. La lumière du SUV balaya l'imposante façade, et je contactai le système de communication, prêt à reprendre un combat qui n'avait jamais eu besoin d'audience ni de plaque d'or. À chaque battement de cœur, j'embrassais la vérité qui me définissait. J'ai servi en silence pour que le monde puisse s'exprimer haut et fort grâce aux libertés que je protégeais. La porte du centre de commandement mobile s'est fermée autour de moi comme une seconde peau, et je me suis penché en avant, à voix basse comme acier, pour émettre les commandes qui sécuriseraient un nouveau Project Indigo. À l'intérieur du cocon de la cabine arrière de l'hélicoptère, la lueur de la tablette a traversé l'obscurité alors que les héritiers du colonel me le tenaient avec un signe de tête qui n'hésite pas. Je me suis installé dans le siège renforcé, les bretelles de harnais traversant ma poitrine comme les barres d'une cage qui m'ont lié et protégé. Les rotors ont frappé au-dessus de la tête, un rythme cardiaque incessant de vol, nous éloignant des ruines d'une réunion qui ne m'avait jamais compris. J'ai ouvert le fichier d'information étiqueté Project Indigo compromis analyse et laissé les mots couler sur moi. Cyber-BREACH a confirmé. Fuite de données de l'OTAN suspectée. Priorité rouge. Les coordonnées de la zone de violation clignotent dans un visage de type clinique froid. J'ai exploité le lien réseau chiffré, en tirant des diagrammes de nœuds de serveurs, des adresses IP fantômes et des graphiques de vulnérabilité en cascade. Chaque ligne et arrow ont raconté une histoire de violation et de trahison, d'adversaires en sondant des défenses que j'avais construites pour être impénétrables. Alors que l'hélicoptère se mit à couler sur l'éclat de la ville, j'ai laissé mon esprit retourner lorsque j'avais conçu le projet Indigo pour la première fois. Il avait été dans un bunker en béton indéfinissable sous un avant-poste de l'OTAN. Il y a 20 ans, un jeune homme furieux aux limites de la guerre conventionnelle. Mon équipe et moi avions esquissé le concept sur un tableau blanc taché avec des boucles de café, une cyber-architecture adaptative qui pouvait anticiper les attaques en simulant les comportements ennemis, en réachetant des données via des passerelles fantômes et en déployant des paquets de leur comme de faux sentiers dans un labyrinthe. Nous avions nommé des éléments clés après des spectres mythiques, l'opération RET, Protocol Shade, Project Indigo, chacun un fantôme conçu pour hanter ceux qui ont osé violer nos murs.
Je me suis souvenu que les nuits tardives ont passé à calibrer des algorithmes de cryptage, le goût amer de l'épuisement, la joie de vivre lorsque des hacks simulés n'ont pas réussi à pénétrer nos défenses. Dans ces moments, je savais que je forgeais quelque chose qui a transcendé les médailles et les éloges civils. Un bouclier silencieux qui protégerait des milliers sans une seule distinction publique. Le présent a envahi lorsque le colonel s'éclaircit la gorge. Monsieur, nous avons tracé un modèle. Le match de signature de l'intrus est celui d'une cellule de couverture profonde que nous pensions neutraliser il y a 10 ans Black Raven. Mon pouce est accéléré. Black Raven avait été le syndicat qui a exécuté le braquage des données de Vienne 2015, glissant à travers 3 couches de protocole de l'UE avant de disparaître dans l'ombre. Nous les avons démantelés morceau par morceau, du moins j'avais cru. Mais le fichier devant moi a montré de nouvelles variantes de code, de vieux exploits de portes dérobées réactivées et des nœuds rétablis dans des serveurs fantômes à travers l'Europe de l'Est. Ils avaient étudié chacun de nos mouvements, apprenant de nos contre-mesures, évoluant. L'ampleur de la trahison piquait comme une balle fantôme. J'ai exploité la chronologie de la violation. Infiltration initiale il y a 6 semaines. Mouvement latéral détecté il y a 4 semaines. Exfiltration de données commençant il y a 2 semaines. Au moment où la surveillance civile de l'OTAN a remarqué un trafic inhabituel, Black Raven avait siphonné des informations classifiées sur les déploiements de troupes, les flux de reconnaissance par satellite, même les opérations secrètes toujours en cours. Je me penche en avant, ma voix bas mais ferme. Préparer un plan de contre-mesure complet à Spectre. Je veux chaque trace de leur filet fantôme isolé. Déployer les scripts de défense actifs pour perturber leurs canaux de communication. Initier les sondes de contre-intelligence pour découvrir leurs nœuds de commande. Les techniciens hochèrent la tête, les doigts dansant à travers des clés illuminées. Ils savaient mieux que de discuter. J'ai fermé la fenêtre de ma page du nœud et convoqué le dossier des agents connus de Black Raven. Des photos d'hommes et de femmes que j'avais interrogés ont scintillé à l'écran. Des agents qui avaient disparu quand je pensais que nous avions cassé leur réseau. J'ai tracé un doigt sur l'un des nouveaux alias, une femme ciselée Nightingale, qui serait décédée dans une grève de drone. Maintenant, ces empreintes digitales numériques réapparaissent dans les journaux de violation, se moquant de mes hypothèses. L'hélicoptère a de nouveau obsédé à se mettre en banque, éclatant un anneau d'arbre entourant une zone d'atterrissage destinée au clan. J'ai inspiré et expiré, me centrant sur la mission à venir. Mon costume, froissé du chaos de la journée, semblait sans conséquence par rapport à la gravité de ce que nous avons dû faire face. À l'extérieur des fenêtres renforcées, les feux d'inondation ont percé la nuit, jetant de longues ombres sur le tarmac en béton. Nous avons atterri avec une secousse qui résonnait à travers mes os. Les héritiers du colonel ont signalé que les équipes de sécurité forment un périmètre. Alors que je rassemblais ma tablette et que je glissais dans les lunettes de vision nocturne qui coulent autour de mon cou, je les ai allumées et le monde a adopté des nuances de vert et de noir. Chaque mouvement devenant plus net, chaque silhouette définie, nous nous sommes déplacés en formation vers l'entrée du composé sécurisé. Un bâtiment gris indéfinissable sans signalisation, ses murs en béton marqués par le temps. J'ai ouvert la voie, l'adrénaline aiguisant tous les sens. L'analyste de violation a suivi, des ordinateurs portables et des disques externes en main. À l'intérieur du centre d'opération bourdonné d'activité, des écrans tapissant les murs, le regroupement des analystes et les blasis, à l'air épais avec le cliquetis des claviers. Je me suis arrêté au seuil, j'ai inhalé le péché périmé de l'air recyclé et j'ai étudié la scène. C'était le zéro terrestre de notre cyberdéfense, le Nerve Center, où nous mettons une guerre numérique contre un ennemi que la plupart ne connaîtraient jamais. J'ai exploité mon écouteur de commande. Général Maddox à toutes les stations. Mise à jour de l'état. Les réponses crépitaient par des canaux chargés statiques. Script de confinement 27% complet. Équipe de médecine légale isolant les nœuds corrompus. Grille de défense active engagée. Chemin d'exfiltration identifié et coupé. Bon. Plus vite que je ne m'attendais. Mais ce n'était que le début. Je suis passé à la table de projection creux central où une carte 3D du réseau fantôme tournait lentement. Chaque point pulsé représentait un nœud de serveur. Le nôtre en bleu, The Raven Proxy en rouge. Les points rouges clignaient des yeux urgents, leur position se déplaçant comme des esprits agités. J'ai placé un marqueur numérique sur le cluster le plus dense. C'est notre cible. Déployer les packages de contre-mesure là-bas. Effondrement du premier code, fragmentation des données,
effacement complet du nœud et référence croisée de tous les paquets récupérés pour les métadonnées. Nous allons retrouver le flux de commandes vers sa source. Un analyste junior leva les yeux écarquillés. Monsieur, si nous déployons le script d'effondrement maintenant, cela pourrait déclencher un vidage rapide de données, risquant une garantie civile dans la région. J'ai considéré le risque. La cyberguerre est rarement restée contenue. Les échos ont percuté les banques, les hôpitaux, les services publics. Des vies sont suspendues dans la balance. J'appuie la table 2 fois. Nous allons tactique. Limiter la portée aux canaux militaires uniquement. Initier une quarantaine sélective. Ensuite, nous pivotons à une éradication à grande échelle lorsque nous avons le chemin le plus propre. Compris. Hoche la tête tout autour. J'ai senti le poids de commandement s'installer sur mes épaules. Familier et sans compromis. Alors que notre plan se fondait, je me suis permis d'un moment de réfléchir à l'ironie. Le même projet Indigo qui avait protégé les secrets de l'OTAN de Prying Eyes était désormais assiégé par des fantômes. Nous pensions que nous avions enterré. Pourtant, ce n'était ni une surprise ni une défaite. C'était la nature perpétuelle de la guerre, numérique ou cinétique. J'ai exploité une série de commandes, regardé les nœuds rouges scintiller et diminuer lorsque nos défenses reculaient. La pièce fredonnait avec une urgence ciblée. Les héritiers du colonel m'ont coulé doucement. Votre ex-femme et votre frère publient des déclarations de presse, murmura-t-il, voix basse. Ils affirment que vous les avez abandonnés, que vous êtes partis comme nous avions besoin de vous. J'ai permis à un petit sourire froid. Laissez-les faire tourner leur récit. La vraie victoire serait leur silence lorsque la brèche a été scellée et que la vérité de mon service était impitoyable et inlassable. Je me suis retourné à la projection creuse. La carte du réseau, une œuvre latie de lumière et d'ombre. Continuer le balayage de quarantaine. Initier la contre-sonde pour trouver les nouvelles maisons sur de Nightingale. Rediriger tout trafic civil loin de notre réseau de défense. Marquer cela comme une priorité absolue. Trouver et neutraliser le nœud de Black Raven. Ce cycle, l'équipe est tombée en mouvement. La pièce vivante avec précision. Le passé qu'ils ont enterré refait surface dans chaque ligne de code que nous avons expulsée. Mais cette fois, je ne le laisserai plus s'échapper. Ici, dans les profondeurs du cyberconflit, j'ai récupéré le récit qu'ils ont refusé de voir. Mon nom porterait du poids, non pas à cause d'un badge de retrouvailles, mais parce que j'ai refusé de rester invisible. Ce combat, mené en silence et en ombre, a prouvé une fois de plus que le vrai pouvoir ne réside pas dans les applaudissements, mais en persévérance, et j'avais les deux en abondance. Je me suis assis au petit bureau en verre dans mon appartement, celui que j'avais à peine déballé après être rentré du Pentagone, et j'ai regardé la notification de l'appel vidéo entrant du docteur Maria Denon. La lueur néon de mon écran d'ordinateur portable projette des ombres nettes sur mon visage, reflétant la tension et la fatigue que j'ai suivie d'une mission à l'autre. Mon uniforme a accroché des rides sans rides sur un porte-vêtements derrière moi, un témoignage silencieux du monde que j'habitais. J'ai cliqué. Accepté, et l'image de Maria a rempli le cadre. Ses yeux étaient brillants mais assombris d'urgence. Grant, a-t-elle dit, voix basse même si elle parlait à travers une ligne sécurisée. Ils y sont de nouveau. Je me penchai en avant, les coudes sur le bureau, les mains se serrant dans les poings. Maria a continué. Clarissa et Bryce ont mobilisé les ressources des anciens pour contester votre médaille d'honneur. Ils ont embauché des enquêteurs privés pour déterrer toute différence dans votre dossier de service, des emails, des itinéraires rationnés, tout signe que vous avez gonflé. Ma mâchoire s'est resserrée. Je savais qu'ils seraient mesquins, mais j'avais cru la preuve de mon service. Les signatures en noir et blanc sur les mémos classifiés, les graphiques d'opération terminés, le témoignage des chefs de joint seraient seuls. Les doigts de Maria ont dansé sur sa tablette, et elle m'a envoyé un dossier de fichiers cryptés étiqueté truthgrammatique.zip. Tout ce dont vous avez besoin est là-dedans, a-t-elle dit. Ordre signé, journaux de mission, dépêches cryptées, données brutes sur le terrain. Des photos de vous dans des tempêtes de sable en viande de sable et des sommets gelés rencontrant les chefs d'État saluant les mers sur des positions avancées. Même quelques images fixes de drones déclassifiés de spectres d'opération. Ils ne peuvent pas vous toucher une fois que vous avez sorti ceci. J'ouvre le dossier. Des dizaines de PDF se sont déplacés sur l'écran. Les ordres généraux projettent l'indigo.pdf opération spectre success report.pdf am session transcript.docdoc et plusieurs fichiers d'images, granuleux mais indubitables,
de moi se tenant à côté des forces de coalition à Bassora, Kazakhstan, Afghanistan. J'ai fait défiler les fichiers, le cœur battant avec un mélange de justification et de regret. La justification parce que j'ai finalement tenu une preuve inattendable. Le regret parce que ce sont des souvenirs que j'avais consignés au coffrage de secret pour le bien des missions qui ne pourraient jamais être publiques. Je me suis souvenu de la première mission qui avait testé mon leadership. Une évacuation d'otages à Mogadiscio. L'opération de code Black Swan. J'avais orchestré l'extraction, glissé par des points de contrôle de la milice et guidé les diplomates civils vers la sécurité sous une grêle de feux de fusil. Nous avions perdu 2 agents ce soir-là et j'avais porté chaque nom dans ma poche depuis, des martyrs silencieux dont la valeur vivait dans le secret. Rien de tout cela n'aurait d'importance devant une cour d'opinion publique. J'ai fermé les yeux, laissant le poids de leur sacrifice presser sur moi, même si je me préparais à manier cette vérité comme une arme contre les mensonges. Maria a attendu patiemment. Ils s'attendront à un rotation, a-t-elle déclaré. Vous devez être précis. Pas de rhétorique, juste des preuves. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. J'ai rassemblé ma détermination et j'ai répondu, je vais compiler cela dans un dossier et le libérer à la presse, au Pentagone, à chaque média qu'il courtise. Je veux une vérification indépendante des archives de l'OTAN le matin. Elle sourit. Même dans la faible lumière, je pouvais voir la fierté briller dans ses yeux. Je vous soutiendrai avec chaque canal que j'ai. Nous avons terminé l'appel. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai étudié les noms de fichiers une fois de plus. L'ironie était palpable. Ces documents, nés des salles de guerre et des serveurs cryptés, étaient désormais destinés à la consommation publique sur les réseaux sociaux et les informations par câble. J'ai tapé sur l'écoute de mon commande, appelant mon aide, le capitaine Reynolds. En quelques minutes, il est apparu dans une fenêtre vidéo sécurisée. Général, a salué, son ton crisp malgré leur tardive. J'ai obtenu des protocoles à libération rapide grâce à la fois à des points de vente civils et à des canaux militaires officiels. Votre projet de déclaration est prêt à être révisé. J'ai ouvert le projet. 800 mots de chronologie à l'épreuve des balles. Record d'enrôlement, réalisations éducatives, promotion, déploiement, décoration. J'ai inséré des images numérisées de mes tags de chiens correspondant au numéro de série montrant les ordres classifiés. Que Clarissa et Bryce avaient mis en mouvement. Uniforme, le tissu croustillant, les métaux sur ma poitrine brillant avec le poids de la vérité. Des gloires passées. Je les laissais construire en crescendo, tenu leur chuchotement dans ma paume, puis j'ai commencé à parler. Ma voix a été mesurée, vide de colère. J'ai raconté mon départ comme un nouveau sous-lieutenant, mes promotions gagnées dans le creuset du conflit, les opérations secrètes qui ont sauvé des milliers de personnes. Je les ai parcourues à travers la chaîne de commandement, les ordres signés, les notes de service classifiées, les photographies de missions qui n'avaient fait la une des journaux. Chaque diapositive que j'ai affichée a réduit leurs mensonges aux ombres contre le flot de preuves. Les microphones ont cliqué, les caméras whirled, et j'ai senti le temps lent. J'ai vu le visage de Clarissa sur un moniteur en direct. Ses lèvres se pressaient, les yeux écarquillés d'incrédulité. L'expression de Bryce s'est transformée de la certitude suffisante au regret creux alors que la réalité de la vérité inébranlable l'est lancée. Les journalistes ont griffonné, ont fait écho à mes paroles, et à la fin de mon briefing de 30 minutes, j'avais démantelé tous les faux récits. J'ai fermé avec la même ligne que j'avais épinglée la nuit précédente. J'ai servi en silence. Mon dossier parle pour lui-même. Ensuite, je me suis éloigné, laissant un silence si profond qu'il ressemblait à des réverbérations à travers l'acier. Les conséquences se sont déroulées rapidement. Les vérificateurs de faits indépendants ont corroboré chaque détail. Les archives de l'OTAN ont libéré des mémos déclassifiés dans le cadre des protocoles d'urgence. Les médias sociaux ont éclaté avec des hommages de ceux qui ne m'ont reconnu que maintenant à la vue. Les enquêteurs embauchés de Clarissa n'ont rien trouvé. Seuls les fichiers que j'ai publiés, chacun estampillé avec des sceaux officiels. Bryce a présenté des excuses publiques qu'il isola même sur le papier journal. Il ne pouvait pas effacer la vérité que j'avais déposée. Ce soir-là, de retour à mon appartement, je me tenais près de la fenêtre, regardant le crépuscule s'installer sur Washington. Les lumières de la ville clignotent, chacune une promesse silencieuse de vigilance. J'ai décollé mes médailles et les ai placées sur le bureau à côté de mon ordinateur portable encore ouvert. Les railleries des retrouvailles, les récits volés. Ils étaient de la poussière avant la tempête des preuves que j'avais convoquées.
Ma vie ne serait plus jamais définie par des étiquettes de non bon marché ou des combinaisons empruntées. La vérité que j'ai transportée avait brisé leurs illusions, et dans cette clarté, j'ai trouvé un triomphe silencieux plus durable que n'importe quel applaudissement. Le silence avait enfin parlé, et il portait mon nom en entier. La vieille salle de gym sentait du bois poli et de la nostalgie alors que je traversais les doubles portes, chaque œil attiré par les lignes nettes de mon uniforme de robe. Les rubans métalliques ont attrapé les ponts aériens, plus brillants que les articles d'enchères silencieux disposés sur des tables drapées de lin blanc. Les volontaires ont fait une pause conversation à mi-conforme, les offres ont arrêté, toute l'attention passant à l'homme qui avait autrefois été la punchline de chaque blague de retrouvailles. Mes bottes ont cliqué contre le plancher de bois franc alors que je traversais le tribunal central. Maria à mes côtés, serrant un classeur de dossiers de service qui semblait plus lourd que tout équipement que j'avais transporté au combat. Le bavardage est mort dans le silence qui s'est installé sur les gradins et les chaises dépliantes. Je me suis arrêté sous les bannières de championnat fanés, leurs bords effilochés témoignant des batailles combattues décennies plus tôt. Ici, où mon moi plus jeune avait applaudi les camarades de classe de la ligne de touche, je me tenais comme la preuve que l'invisible pouvait réapparaître en vue. Bryce et Clarissa se sont assis ensemble à la table d'harmonie, raides et pâles. J'ai rencontré leurs yeux pendant un moment, son choc fragile, la sienne débordant d'incrédulité, puis je me tournai pour faire face aux anciens élèves assemblés, aux parents et aux dignitaires locaux. J'ai posé ma main sur le support de microphone, sentant son métal frais stabiliser le tremblement dans ma paume. Personne ne s'est interrompu en ouvrant le classeur et retiré une photographie. Moi, uniforme impeccable, saluant devant les chefs d'état-major conjoints lors d'une cérémonie de la Maison Blanche. Il portait le sceau du Pentagone et le brillant de l'authenticité. Je laisse l'image planer à la hauteur de la poitrine, laissant son poids s'enfoncer. Ordre. Qui portait les signatures des généraux que ces gens ne le sauraient jamais? J'ai parlé, la voix stable. Je ne suis pas venu ici à la recherche d'approbation ou d'applaudissements. Je suis venu pour corriger le record. La chambre est restée silencieuse alors que je disposais le contenu du classeur sur une table pliante. Ordonnance de déploiement, rapport après action, élogie pour les opérations qui ont sauvé des milliers de personnes. Moi raconté sans fierté au rang des nuits passées dans des salles de guerre allumées par des moniteurs vacillants et les heures soudées aux aliments satellites. J'ai décrit comment Project Indigo avait protégé les forces alliées des embuscades électroniques, comment l'opération Spectre avait évacué des civils sous un incendie hostile. Chaque fait a atterri comme un coup de marteau contre les idées fausses durcies qui s'étaient accumulées au cours des années d'absence. J'ai regardé les légendes de surprise se répandre sur les visages. Les parents qui avaient une fois hoché la tête poliment lors de mes emplois nulle part se penchaient maintenant en avant, lisant les petits caractères des documents qu'ils n'avaient jamais imaginé existaient. Les anciens camarades de classe qui avaient ri de mon costume fané maintenant pressé en grappe, partageant un étonnement chuchoté. Les collectes de fonds MC se tenaient sur le côté, la bouche agapée, alors que je fermais le classeur et carrais mes épaules. Personne n'a applaudi. Personne raide. Au lieu de cela, un calme respectueux a rempli le gymnase comme si les fantômes de chaque histoire inouïe avaient finalement trouvé une voie. J'ai levé la tête et j'ai laissé mon regard parcourir la foule un dernier temps. J'ai servi en silence parce que je croyais que mon devoir avait transcendé l'agrément personnel. Dis-je doucement. Ce soir, je partage la vérité afin qu'elle ne puisse plus être ignorée. J'ai parlé de ne pas faire de honte mais d'éclairer. Ensuite, je me suis reculé, le silence se transformant en une pause respectueuse, celle qui portait plus de poids que tous les applaudissements fabriqués. Alors que je sortais du tribunal, Maria est tombée en pas de moi. Tu l'as fait, chuchota TL. J'ai hoché la tête, sentant une libération que je ne connaissais pas possible. À l'extérieur, la nuit s'était installée sur le campus. Les lumières du gymnase se déversant dans la cour. Le mur des anciens se trouvait au-delà de ces noms gravés maintenant rejoints par une plaque honorant les anciens qui avaient servi. Mon nom se joindrait enfin à la leur, non inclus par la rumeur et l'illusion. J'ai inhalé profondément, goûtant l'air frais. Le monde que j'avais récupéré n'a pas été défini par des applaudissements ou des sneakers de retrouvailles, mais par la reconnaissance silencieuse que la vérité, lorsqu'elle est utilisée avec conviction, peut surpasser chaque faux récit. Et alors que je m'éloignais de la vieille salle de sport, le poids de ce classeur plus léger que les attentes que j'avais perdues et infiniment plus puissante que le silence que j'avais autrefois porté comme une armure. L'appel est venu juste après le lever du soleil. J'avais à peine terminé ma première tasse de café noir lorsque le sceau officiel du Pentagone clignait des yeux sur ma ligne sécurisée. Le président a signé, a déclaré la voix,
lisse et directe. Votre médaille d'honneur a été approuvée. Pas pour cette année, pour l'opération Spectre. Il y a 12 ans, j'ai fermé les yeux. Pendant longtemps, je n'ai rien dit. Il y a 12 ans, j'avais mené une mission qui n'a jamais fait des papiers. Extraction d'un actif de grande valeur profondément dans un territoire hostile pour une vie de vie. Soyez là. La salle avait rempli de meilleurs conseillers en laiton, d'anciens combattants, même de quelques politiciens que je reconnaissais à peine. Je me tenais à l'attention, pas clignotant. Alors que le président s'avançait, récitant les mots qui liraient mon nom à la plus haute distinction militaire du pays. La médaille s'est reposée lourde sur ma poitrine, plus lourde que ce à quoi je m'attendais. Pas en poids, mais en mémoire. Chaque nom que j'avais jamais transporté résonnait silencieusement dans mon esprit. Chaque perte, chaque mission, chaque retour à la maison silencieuse. Quelque part là-bas, Clarissa regardait. Je le savais parce que les nouvelles étaient déjà devenues virales. Son nom tendance de toutes les mauvaises manières. Bryce était devenu silencieux sur chaque canal. Leur silence a dit plus que n'importe quelle déclaration. Pas de rétraction, pas d'excuses, juste une absence inconfortable, comme des gens qui essaient de dépasser une vérité qu'ils pensaient pouvoir enterrer. Mais je n'étais pas amer. Plus maintenant. Après la cérémonie, je me tenais dehors sur la pelouse sud. La foule s'était éclaircie. Caméras emballées. Les dignitaires se sont déroulés. Je suis resté, les mains derrière mon dos, le métal reflétant maintenant le soleil bas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais immobile, pas hanté, pas caché, juste présent. Un jeune stagiaire s'est approché de moi, peut-être 22 au plus, agrippant nerveusement un bloc-notes. Monsieur, dit-elle, votre histoire, les gens devraient en entendre plus. Vous êtes invisible depuis si longtemps. Je lui ai fait un petit sourire. Parfois, c'est le travail. Elle a hésité, mais ça ne fait pas de mal. J'ai regardé la pelouse où le drapeau se déplaçait doucement dans la brise. Cela l'a fait jusqu'à présent, et je le pensais. Pas à cause du métal, mais parce que le silence était terminé. Parce que le nom Grant Maddox avait finalement trouvé sa place. Pas sur un morceau de carte plié, mais gravé tranquillement dans le tissu de l'histoire. Scène. Connue, assez. Les cadets de Fort Willard se sont toujours assis un peu plus droit lorsque je suis entré dans la salle de conférence. Pas par peur, mais quelque chose de plus silencieux, plus gagné. Respect, peut-être. Ils connaissaient mon nom maintenant. Ils avaient vu la cérémonie, lu les transcriptions, regardé les images granuleuses des missions que je n'avais jamais eu l'intention de rendre publiques. Pourtant, dans cette pièce, ma voix n'a pas porté le ton d'un héros de guerre. Il portait quelque chose de plus lourd. Un homme qui avait perdu des années à faire taire et a quand même choisi la discipline plutôt que la reconnaissance. J'ai rythmé lentement à l'avant de la pièce, les rangées d'uniformes croquant dans une posture parfaite. Nous ne parlons pas de médailles ici, ai-je dit. Nous parlons de personnages. Le personnage n'est pas ce que les gens disent de vous. C'est ce que vous faites encore quand personne ne regarde. Et quand les gens qui regardent croient la mauvaise histoire. Un jeune cadet au premier rang, le cadet Emerson, aiguisé et prudent avec ses questions, leva la main. Monsieur, et si personne ne croit en vous? Et si les gens les plus proches de vous disent que vous n'aurez jamais d'importance? Je m'arrêtai, laissant le poids de ces mots s'installer. Combien de nuits m'avais-je posé cette question même? Se tenir seul dans des avant-postes du désert, lisant des courriels de Clarissa qui se sentait plus froid que les rations sur le terrain, regardant mon frère partir avec elle comme je l'avais remise, debout à cette réunion, entouré de sourires et de sourires en verre, portant un costume qu'ils croyaient tous était ma seule armure. Alors croyez en la vérité, dis-je. Et gardez vos dossiers parce qu'un jour le silence se termine. Et quand il le fait, vous devez être prêt, pas en colère, pas mesquin, prêt à se tenir sans trembler lorsque le monde écoute enfin. Emerson hocha la tête, griffonnant cette ligne dans son cahier. Je n'ai pas ajouté que parfois le silence se termine trop tard pour que les excuses comptent, ou qu'au moment où elle le faisait, vous avez déjà fait la paix avec la version de vous-même pour laquelle personne n'a applaudi. Après les cours, je suis resté derrière, exécutant des fichiers sur les prochains séminaires de sécurité, les modifications du curriculum et les briefings de défense. Ces jours-ci, mon uniforme n'a pas vu de combat, mais il portait autant de poids dans ces salles de classe que dans les zones de conflit étrangères. Je façonnais les esprits maintenant, pas seulement les soldats.
Le travail invisible qui empêchait le chaos de demain de se former. Plus tard dans la semaine, je suis passé devant le mur des anciens sur le campus et il avait été mis à jour depuis la cérémonie. Je savais ce que je cherchais avant de le voir. Bronze, propre, subtil, sans projecteur, juste le lieutenant-général Grant Maddox. Service au-delà de la ligne. J'ai passé une main gantée sur le lettrage. Il ne scintille pas comme un métal. N'a pas demandé de préavis. Et c'est peut-être ce que j'ai le plus aimé. À quelques mètres de là, une nouvelle section avait été ajoutée. Service et silence. Une colonne de noms qui n'avaient pas été là auparavant. Je n'en ai reconnu personnellement, mais je les connaissais tout de même. Officier du renseignement, coderiqueur, médecin sur le terrain, traducteur, personne qui avait servi sans reconnaissance pendant des décennies. Mon nom a mené la liste. Pas au sommet, juste d'abord. Un symbole, pas un projecteur. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une carte manuscrite. Aucune adresse de retour, juste mon nom fait définitivement défiler sur l'enveloppe. Je connaissais instantanément l'écriture. Clarissa. Je me suis tenu dans mon bureau pendant longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur. Ces paroles étaient courtes. Je ne savais pas jusqu'où vous iriez en silence. Je pensais que le silence signifiait l'échec. J'avais tort. Je l'ai lu 2 fois. Le plier soigneusement, la placer à l'arrière de mon bureau derrière les briefings de mission et les rapports de défense. Je n'avais pas besoin de répondre. Certains silences sont leur propre réponse. Pourtant, alors que je m'asseyais près de la fenêtre ce soir-là, en sirotant du café et en regardant les cadets m'entraîner au loin, j'ai pensé à tout ce qui avait été pris et à tout ce que j'avais récupéré. Mon nom, mon service, ma dignité. Et j'ai réalisé quelque chose. Le silence n'avait jamais été l'absence de son. C'était la forge de quelque chose de plus fort sous le bruit. Maintenant, chaque jour, je me tenais devant une nouvelle génération. Je ne leur ai pas appris à me battre, mais à rester stable quand personne ne voit. Comment se déplacer avec intégrité lorsque votre balise de nom se lit oubliée? Et comment survivre au poids du silence sans le laisser écraser la vérité en vous? En fin de compte, les moments calmes signifiaient le plus. Pas d'applaudissements, pas de scène, juste du bronze, juste de la vérité, juste de la paix.